Il y a des entreprises d'un peu partout au Québec qui poursuivent maintenant Ottawa pour 300 millions de dollars et au cœur des enjeux, c'est la modification par Ottawa des règles entourant l'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Salut Francis. Salut Alex. Alors, Ben est-ce oui, qu'ils ont raison d'être en furie? ben, je pense que oui. En fait, là, après, est-ce que le moyen retenu est le bon? On verra ce que les tribunaux en disent, puis comment cela se règle. J'ai l'impression que c'est comme une salve là, afin de faire bouger le gouvernement. On rappelle simplement là, que, bon, en septembre dernier, constatant que peut-être qu'on avait un peu surfait là, l'immigration en quelques mois, en quelques années, le gouvernement fédéral a décidé là, finalement de complètement changer son fusil d'épaule et passer de beaucoup, beaucoup trop d'immigrants à comme un peu pas d'immigrants. Et donc ça, ben, évidemment, il y a plusieurs catégories d'immigration et l'une d'elles touche très directement les entreprises et particulièrement les entreprises manufacturières. On parle évidemment du programme de travailleurs étrangers temporaires. Là-dedans, tu as des soudeurs, tu as des mécaniciens, tu as des électriciens, tu as vraiment des gens là, qui ont un métier avec une compétence très particulière. Et dans plusieurs cas, ben, c'est des entreprises qui sont situées en région où il n'y a pas une grande abondance de ces travailleurs spécialisés-là. Donc, ultimement, ça fait en sorte que c'est des entreprises qui ont pu avoir accès à une main-d'œuvre effectivement un peu moins chère peut-être que la main-d'œuvre locale, mais qui leur a permis de planifier, dans le fond, leur carnet de commandes, leur croissance dans certains cas, et même jusqu'à faire certains investissements. Et puis là, sans crier gare, là, en septembre dernier, évidemment, le gouvernement change complètement les règles et ça fait en sorte que là, ils doivent couper à peu près la moitié là, de ces travailleurs étrangers temporaires. Certains sont installés ici, payent des impôts, ont rapatrié la famille, leurs enfants sont scolarisés au Québec. Tu sais, j'ai de la misère à m'imaginer, là, je peux comprendre le grand débat autour de l'immigration puis qu'il faut le faire, mais je peux difficilement imaginer un immigrant qu'on voudrait garder comme un soudeur dont la famille est installée ici, qui paye des impôts. Pour moi, c'est exactement ce qu'on Et qui a doit appris chercher français? et qui a appris le français. Puis, bon, tout le week-end, le Journal de Montréal a fait paraître des articles dont tu fais bien de le mentionner, des témoignages qui ont été faits en français par plusieurs de ces travailleurs-là. Donc, tu sais, je trouve ça vraiment déplorable, évidemment, la situation. Puis au cours du week-end, j'ai eu la chance d'en parler avec un avocat qui est plus spécialisé, là, puis il me disait que Québec avait quand même une part de responsabilité là-dedans, parce qu'ultimement, Québec aurait pu inscrire certaines exemptions au passage là, du 20% à 10%, et ne l'a pas fait ou ne l'a pas suffisamment fait. Donc là, pour l'instant, les manufacturiers poursuivent Ottawa, mais peut-être que Québec pourrait se trouver indirectement prise là, à partie dans ce vaste débat justement sur ce qu'on va faire. Moi, Alex, je vais terminer peut-être en disant une chose. De manière générale, je suis très favorable à l'immigration. Je pense que le Québec, le Canada a de la place pour grandir rapidement sa population au cours des 100 prochaines années. Par contre, ma seule conviction, c'est qu'il faut que ça soit fait avec de la prévisibilité. Et tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'est exactement l'inverse. On a arrêté complètement pendant la pandémie. On a ouvert les vannes sans maudit bon sens dans les années qui ont suivi. Puis là, maintenant, on coupe ça à presque zéro. Ça fait en sorte que le marché peut pas s'adapter, le marché économique, mais aussi le marché du logement, le marché de la francisation, le marché de l'accueil. Je veux dire, une année, tu as besoin de 100 000 personnes, l'année d'après, tu as zéro. Il n'y a aucune industrie, même si elle est fournie par le public, qui peut survivre à des variations de cette ampleur-là. Donc, j'aurais comme envie de dire, fixons un seuil élevé d'immigration, mais organisons-nous pour accueillir ces gens-là. Trouvons-leur des logements, des emplois, de la francisation. C'est un problème, pour moi, qui est plus un problème logique qu'un problème culturel dans une certaine mesure. Et je trouve ça évidemment bien fâchant pour les entrepreneurs qui ont, dans certains cas, pris beaucoup de risques, investi des millions de dollars et qui se retrouvent évidemment, encore une fois, avec le gouvernement qui nuit à leur capacité de créer de la richesse. Et tu signes un papier super intéressant dans le journal d'ailleurs ce matin. Le cafouillage d'Ottawa fait de gros dégâts au Québec. Puis Francis, moi, je trouve que ça démontre toute l'incohérence aussi de l'ancien gouvernement Trudeau, là, où on faisait à peu près n'importe quoi. À un moment donné, ça rentrait à pleine porte. Puis là, whoop, là, il y a eu tollé, puis là, il y avait controverse. Ah, là, on fait complètement l'inverse.
Tu sais, on joue avec la vie du monde, là. Puis des conséquences là, financières, puis je lisais moi aussi les témoignages de propriétaires de PME qui disaient, regarde, je risque même de fermer, là. C'est quand même assez incroyable la façon qu'on est géré. Bon, allons un peu à l'international, parce qu'après l'échec du Canada, est-ce que l'Union européenne va réussir, elle, à mater les fameux géants du web, là, qui sont des citoyens corporatifs, ma foi, Francis, là, impeccables? Hein? Pas toujours, en fait. C'est là où le bas blesse, effectivement, Alex. Plusieurs de ces grandes entreprises-là, ben déjà, on sait, délocalisent ou en fait rivalisent très fortement les entreprises locales. Mais là-dessus, tu sais, comme je me dis souvent, si tu te fais rivaliser, t'as qu'à améliorer. Hein, mais l'enjeu, potentiellement, c'est que ces entreprises-là, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles sont très sophistiquées, par plusieurs passe-passe, réussissent à pratiquement ne pas contribuer fiscalement là, aux États où elles sont établies. Donc là, l'Union européenne, on le sait, est prise dans un bras de fer avec les Américains. Il y a toujours, c'est ce qui est particulier aussi de la stratégie de Donald Trump, hein, c'est que ultimement, on parle beaucoup du déficit commercial des biens. Là. On parle évidemment de l'aluminium, de l'acier, du cuivre, de la potasse, de l'énergie, évidemment, des véhicules électriques chinois, par exemple. Très rarement parle-t-on des services, hein, c'est-à-dire tout ce qui est intangible. Et là, évidemment, les Américains ont un solde très positif. Ils exportent des milliards et des milliards de dollars d'Amazon, de Netflix, de services de Microsoft, là, etc. Et donc là, où l'Union européenne, qui est quand même un beaucoup plus gros joueur que le Canada, a une carte à jouer, et c'est pas la première fois qu'il l'évoque, ce serait éventuellement d'imposer une forme d'impôt, de tarification pour que ces grands géants du web-là puissent enfin participer aux finances publiques de l'Europe. Ça rappelle un petit peu la taxe sur les services numériques que le gouvernement Carney avait essayé de faire passer au début du mois dernier et qui a finalement renversé là, sous la pression de Donald Trump. Mais l'UE, c'est quand même un acteur immensément plus gros que le Canada, donc il pourrait y avoir dans ce bras de fer-là certaines avancées. Puis c'est sûr que si l'Union européenne y arrive, et vit avec les conséquences de ça, ça pourrait éventuellement inspirer d'autres juridictions plus petites, dont le Canada, l'Australie et d'autres, à faire de même. Donc, on va suivre ça avec le plus grand intérêt, évidemment, parce que je crois personnellement qu'il faut que ces entreprises-là payent un minimum d'impôts dans les pays où ils sont installés. La seule façon, c'est de voir comment on peut y arriver, puis s'assurer que Donald Trump ne détruise pas la planète entière là, pour l'éviter non plus. Ben, puis Francis, je te rappelle là, que Carney a plié face à Trump dans le but de ne pas offusquer Monsieur le Président dans les négociations d'entente concernant les tarifs. On avait identifié la date du 21 juillet. On est le 21 juillet. Ah! Quel miracle, aucune entente en ce qui concerne les tarifs. Je crois que c'est reporté au 1er août maintenant, Alex. Ouais. Donc, est-ce qu'on va réellement avoir une entente le 1er août? Je ne retiens pas mon souffle, moi. Salut Francis, on t'écoute dans le retour. Avec plaisir. Salut.